Beaucoup d'hôpitaux ont été obligés cet été encore de mettre en place un filtrage par le 15 de l'accès de leurs urgences, voire de fermer temporairement des services, faute d'effectifs. Alors faisons un point ce midi sur les constantes vitales de ce grand malade qu'est notre système de santé. J'accueille le professeur Bruno Megarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour monsieur Megarban. Bonjour. On a l'impression que ce système de santé en France est en état de crise permanent et que pour l'hôpital, c'est comme si rien ne s'était passé depuis 4 ans. Vous avez raison, effectivement, le système de soins est en tension, à bout de souffle, et cette tension est toujours plus marquée l'été. Nous avons des problèmes structuraux, un manque de personnel, un manque de lits, auxquels se rajoutent les problématiques liées aux fermetures estivales des lits dans les hôpitaux et les cliniques. Or, malheureusement, le nombre de patients qui consultent aux urgences ne diminue pas, voire augmente. Et donc, les problèmes s'aggravent, tout ça dans le silence. En fait, cette situation dégradée semble aujourd'hui devenue habituelle, plus personne s'en préoccupe et se poursuit dans le silence, de façon assumée par les autorités sanitaires, avec, comme vous l'avez dit, un filtrage désormais indispensable et une fermeture d'un nombre très important de services d'urgence. Est-ce que c'est pire cette année que l'an dernier ? C'est difficile de dire, j'allais dire, ça n'est pas mieux. Effectivement, l'ancien ministre semblait dire que les difficultés rencontrées cette année sont moindres. Un certain nombre de médecins sur le terrain disent que c'est de pire en pire. Je dirais, de mon point de vue, ça n'est pas mieux. Donc effectivement, notamment par exemple à l'hôpital Lariboisière, l'activité n'a pas diminué cet été par rapport au mois d'hiver, alors même évidemment qu'on a moins de personnel sur place. Les patients les plus lourds sont toujours à Paris, ne sont pas partis en vacances, les patients psychiatriques sont encore là, et donc le nombre de passages est aussi important. Par contre, nous devons travailler dans des situations plus dégradées, un nombre de lits disponibles plus faible, et donc accepter, et c'est ça le drame, accepter des conditions de prise en charge non optimales, des conditions d'attente indignes sur des brancards aux urgences, et peut-être dans un certain nombre de cas, et ça a été signalé par les syndicats des médecins urgentistes, un nombre de décès inattendus croissant aux urgences. Vous l'avez observé à Lariboisière ? Oui, tout à fait. La situation est difficile partout. Donc, évidemment, les hôpitaux universitaires et publics, eux, doivent rester ouverts, alors que des hôpitaux peut-être plus privés, plus petits, peuvent fermer ou sont obligés de fermer leurs urgences. Et donc, évidemment, les patients affluent vers les services ouverts. Beaucoup de nos patients n'ont ni sécurité sociale, ni téléphone portable pour contacter le SAMU, et se présentent d'emblée parfois dans des situations graves et malheureusement doivent patienter sur les brancards le temps que des lits puissent être retrouvés pour eux. Alors le nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a déclaré il y a quelques jours: on ne peut se satisfaire dans notre pays d'avoir des endroits où les urgences restent portes closes la nuit. Il n'est pas possible d'en faire durablement une solution. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau ministre de la Santé ? Alors, vous avez tout à fait raison, et il a raison, effectivement, on ne peut pas... Oui, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Accepter, voilà, on ne peut pas accepter une médecine qui devient équivalente à celle d'un pays du tiers-monde. Il faut évidemment traiter de façon définitive le problème structurel de l'hôpital, c'est-à-dire, comme vous le savez, en premier lieu, un manque de lits, car malheureusement, on a poursuivi les années durant, y compris pendant la crise de Covid, la fermeture de lits. Alors que soyons précis, professeur Megarban, quand vous dites manque de lits, c'est un manque de matériel, de place, ou c'est un manque de personnel ? C'est un manque de lits physiques, c'est-à-dire lorsque l'on veut hospitaliser un patient, eh bien on nous répond il n'y a pas de lit, débrouillez-vous différemment, traitez le patient, surveillez-le sur un brancard aux urgences, attendez, reconvoquez-le en consultation externe. Malheureusement, souvent, ce sont des patients qui n'ont pas les moyens de revenir, de suivre des thérapeutiques en ambulatoire, et donc leur situation se dégrade si on les laisse partir. Et si on doit les garder, on les soigne dans des conditions indignes sur des brancards
en attendant l'hypothétique lit. Donc c'est d'abord un nombre de lits insuffisant, mais évidemment la crise du personnel aggrave ce nombre de lits, c'est-à-dire alors même qu'on voudrait ouvrir un certain nombre de lits, il y a un manque de personnel. Il faut quand même noter que sur ce point, les choses s'améliorent légèrement, notamment à l'hôpital public, où effectivement l'amélioration d'un certain nombre de conditions de travail a rendu la profession, notamment d'infirmier, un peu plus attractive, et donc un certain nombre de ces postes sont désormais pourvus, et donc il y a espoir de réouvrir un certain nombre de lits. Malgré tout, le pool total de lits est largement insuffisant pour faire face à la demande de soins. Parce que l'obsession des gestionnaires, c'est de développer l'ambulatoire. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on nous rétorque en permanence, c'est-à-dire médecine ambulatoire, médecine moderne, etc. Bien sûr, nous ne sommes pas idiots et donc lorsque cette médecine ambulatoire est possible, nous l'avons déjà appliquée. Or, aujourd'hui, on se cache derrière cette médecine ambulatoire pour fermer des lits dont on a besoin pour traiter des patients qui ne peuvent être suivis ou traités en médecine ambulatoire. Comme vous le savez, évidemment, il manque déjà beaucoup de médecins en ville. Et donc, la paupérisation, le vieillissement de la population rend malheureusement aussi difficile le suivi d'un certain nombre de patients en ambulatoire. Donc, c'est illusoire, évidemment, de penser que certaines conditions d'application de cette médecine ambulatoire possibles dans certaines régions aisées puissent être possibles dans certains départements ou dans certaines régions de Paris paupérisés et malheureusement avec beaucoup de personnes SDF et migrants. Un sujet qui mérite une explication et votre regard, votre analyse. Certains médecins intérimaires ont décidé de ne plus venir travailler à l'hôpital en raison du plafonnement de leur indemnité. 1390 € pour une garde de 24 heures, c'est le prédécesseur d'Aurélien Rousseau, François Braun, qui l'avait décidé. Quel est l'impact de cette mesure? Qu'avez-vous mesuré? Alors effectivement, il y avait un certain nombre de médecins dits intérimaires qui avaient choisi ce mode d'exercice plutôt que d'être titulaires de la structure hospitalière pour probablement gagner un peu plus d'argent et avoir un mode d'exercice, on va dire, plus libre. En pratique, évidemment, c'était une situation gagnant-gagnant, c'est-à-dire eux-mêmes pouvaient en tirer des bénéfices personnels pour leur vie privée, mais également l'hôpital gagnait, c'est-à-dire avait la capacité, dans les périodes de pression, eh bien, de faire appel à ces médecins, quitte à les payer un peu plus cher, pour renforcer leur équipe et éviter la fermeture de certains services, plutôt que de titulariser et de payer sur l'année un certain nombre de médecins praticiens hospitaliers. Bien sûr. Alors malheureusement, effectivement, un certain nombre de ces intérimaires ont choisi de partir dans le privé pour continuer à gagner plus sans pour autant rendre service à la collectivité publique. Et donc, de fait, évidemment, un certain nombre de services d'urgence ont dû fermer ou ont dû restreindre leur activité à cause de ce départ. Je dirais, on espère que cette situation peut-être un peu aiguë actuellement va s'améliorer dans les mois ou les années qui viennent. Un mot de ce qui vous concerne très directement, c'est le nouveau Lariboisière, un hôpital qui sera inauguré en 2024, des équipements tout neufs. Est-ce qu'il y aura plus de lits justement dans ce nouveau Lariboisière? Eh bien malheureusement non. Pour la majorité des services, notamment des services de médecine, un tiers des lits va disparaître sous cet justificatif de médecine ambulatoire. Malgré tout, il y a encore un certain nombre de discussions. Donc la porte n'est pas close, mais on a de plus en plus de mal à obtenir les informations. Il faut dire qu'alors même l'hôpital est en train de sortir de terre, nous ne connaissons pas aujourd'hui le capacitaire exact de nos services. Nous sommes menacés d'une réduction du nombre de lits, alors même que nous travaillons depuis plusieurs années dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, à quoi sert de construire un nouvel hôpital pour le siècle à venir si déjà d'emblée nous savons qu'il ne fonctionnera pas et que nous passerons notre temps dans cet hôpital à transférer les patients vers des lits hypothétiques qui n'existent pas dans la région. Oui. Donc tout ça est absurde. Il est temps que l'administration ouvre les yeux, vienne faire un tour dans les services, se rendre compte des difficultés et décide au final de rétablir
ce nombre de lits qui a été réduit. En une seconde, professeur Megarban, un mot des mots MAUX de l'été. On parle d'une vague de virus automnaux qui serait en avance. Oui, tout à fait. J'allais dire, les virus, notamment des épidémies saisonnières hivernales, se répandent lorsque les conditions de vie leur sont favorables. C'est-à-dire lorsqu'il fait un peu plus froid et lorsque l'on a tendance à se réunir en grand nombre dans des lieux clos. Et donc, de fait, effectivement, avec la température un peu plus fraîche dans le nord de la France, mais aussi un certain nombre d'activités dans le sud de la France, comme les fêtes de Bayonne, eh bien, favorise la promiscuité et donc la diffusion de ces virus. Par exemple, à Bayonne, le week-end passé, eh bien, on a assisté à une petite vague de Covid-19, bien sûr sans gravité, puisque les personnes contaminées étaient essentiellement jeunes, mais le taux de positivité des tests effectués à ce moment-là a grimpé jusqu'à 90%, montrant bien évidemment que ces virus n'ont pas disparu, circulent pendant l'été à un niveau plus bas et attendent des conditions plus favorables pour se répandre dans la population. Merci beaucoup, professeur Megarban.